Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast du Club Paname. Avec nous ce soir, Lionel, bonsoir. Bonsoir les gars. Kata, le branleur qui est en train de faire son déménagement pendant qu'on doit commencer et qui profite de ses vacances, bonsoir. Salut tout le monde. Et le troisième, Molly Francis, salut à toi. Bonsoir à tous, content d'être de retour parmi vous. Et en plus, Sandrayas, quel soulagement pour nous tous. C'était lui ou moi, donc voilà. On a décidé que ce serait moi. Et puis, je voulais qu'il nous parle de Kipembe, mais on va en parler. Non, je pense qu'il aurait surtout voulu défendre Icardi, mais peut-être tout à l'heure. On va revenir sur les deux derniers matchs de la semaine du PSG. 2 victoires pas si simples que cela à Nantes, 2-1, puis contre Lyon, 4-2. On reviendra également sur l'avant-match contre Dortmund, avec un Dortmund qui connaît aussi pas mal de soucis. On y reviendra tout à l'heure. On va commencer par ce double match contre Nantes et Lyon, donc 2 victoires contrastées. Paris qui débute bien ses matchs et qui se fait peur un peu tout seul. Est-ce que pour vous, sans parler en détail des individualités encore, parce qu'on y reviendra, est-ce que pour vous c'est plus un problème mental ou plus un problème tactique? Et seconde petite question intermédiaire, est-ce que Paris vous rassure-t-il ou vous fait-il un peu peur avant Dortmund? Oli, vas-y, commence. Est-ce que ça m'inquiète pas spécialement? En fait, pour moi, le problème qu'on a eu sur les 2 derniers matchs qui ont été un peu compliqués pendant pas si longtemps que ça, en fait, parce que dans un match, on a eu 15 minutes un peu compliquées. Dans l'autre match contre Lyon, je pense que c'est même un peu moins que ça. Ça ne fait que conforter ce qu'on sait déjà, à savoir que le 4-4-2, on ne peut pas se permettre de périodes où certains tirent un peu au flanc sur le repli. Et pour moi, la difficulté dans les 2 matchs, elle est venue de là, elle est venue du fait qu'à un moment, on gagnait, on rentrait en gestion et que les 4 de devant, sans viser un particulier, mais se mettaient à plus faire les efforts pour revenir dans le cœur du jeu et faire le pressing ou combler les espaces. Et c'est là où on peut commencer à prendre l'eau. Donc pour moi, ça ne fait que confirmer le fait qu'en 4-4-2, il faut que tout le monde soit à bloc tout le temps. Et la seule question qui reste en suspens est celle de savoir si, dans un match de Ligue des Champions, on arrivera à le faire correctement pendant 90 minutes ou pas. Personnellement, je suis dans l'optimisme, donc j'espère que là, c'est parce que c'est de la Ligue 1 et qu'on gagnait et qu'on savait que si on mettait un coup de collier, on devrait pouvoir gagner les matchs. Euh, mais voilà, est-ce qu'on arrivera à le faire contre Dortmund? J'espère. Sans certitude, mais j'espère. Lionel, est-ce que tu partages ce point de vue? Oui, et je vais même aller un peu plus loin en disant que quand on regarde toutes les équipes qui sont engagées en huitième de finale des champions, j'ai pas vu beaucoup d'équipes ultra rassurantes. Donc, je pense que on est dans une phase où chaque équipe se cherche encore un petit peu. Et le Paris Saint-Germain, on connaît ses qualités, on connaît ses défauts. On a pu le voir contre Nantes, on a pu le voir contre Lyon. Où c'est une équipe qui est capable de se créer pas mal d'occasions, mais aussi à partir du moment où 1 ou 2 joueurs ne font pas les efforts ou qu'il y a une sorte de concentration, on peut se retrouver en difficulté. Donc voilà. Après, ce qui fait que je ne suis pas foncièrement inquiet, c'est que Dortmund n'arrive pas non plus totalement rassuré face à nous. Et quand je vois les autres équipes, que ce soit City, Barça ou d'autres équipes qui vont jouer en huitième de finale, je ne vois pas d'équipe arriver totalement confiante et en étant totalement rassurée de ses performances. Donc, je pense que c'est peut-être cette année qui fait que voilà, on a des équipes qui ne sont pas à 100% et ça peut être une année où il faut profiter en essayant de faire le moins d'erreurs possible en étant le plus performant. Kata, ton pragmatisme, vas-y. Mais déjà, c'était 2 matchs sans Neymar. Et c'était 2 matchs aussi au niveau fait où ça faisait depuis le match contre Monaco qu'on n'avait pas pris de but. On avait enchaîné 5 clean sheets avant le match de Nantes. Donc là, contre Nantes, on a pris un but un peu idiot. Et on s'est fait peur à la fin. Donc pour moi, Nantes, c'était plus un problème de concentration. Et par contre, contre Lyon, on a vraiment vu des lacunes défensives au niveau des défenseurs centraux qui m'ont un peu plus inquiété. Donc voilà. Je ne sais pas si les défenseurs centraux qui sont habituellement titulaires seront disponibles, comme Thiago Silva ou Marquinhos. Mais c'est vrai que c'est assez inquiétant au niveau individuel le dernier match contre Lyon.
On reviendra tout à l'heure sur l'individualité. Moi, plus que la défense centrale, je mets l'axe défensif, hein, parce que Gay et Marco, ils sont quand on a la période de trou où Lyon domine, on les voit du tout en phase défensive sans le ballon. Le milieu, il disparaît. Lyon, ils ont 40 mètres d'espace libre. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Peut-être qu'ils sont en train d'aider les latéraux vu que les ailiers ne se replient pas. J'ai pas tout à fait compris, mais on ne les voyait plus. Autant avec ballon, il y a quelque chose entre eux, mais je ne sais pas, sans ballon. Je ne sais pas ce que vous avez pensé. Bon, on en reviendra peut-être tout à l'heure, mais je ne sais pas ce que vous avez pensé du milieu hier, globalement. Bah, Dans la période où on a souffert, en fait. Est-ce que pour vous, ils sont fautifs? Le problème, c'est que c'est ce que je disais sur le 4-4-2, c'est que tout de suite, s'il n'y a pas d'aide, les deux milieux se retrouvent face à 4 joueurs et tu peux pas exister. C'est pas possible pour deux milieux de terrain d'exister, sachant qu'on sait très bien que les contributions défensives de Kurzawa et de Meunier sont loin d'être satisfaisantes. Donc tu te retrouves avec Marco et Gay qui sont à 2 face à 4-5 joueurs. Donc c'est ce qui s'est passé en tout début de match offensivement. On avait du mal à construire parce qu'ils nous pressaient haut et que les deux milieux étaient face à 4 joueurs adverses. Et c'est ce qui s'est passé défensivement quand on a souffert. Parce que là, tu peux mettre 2 mecs, n'importe lesquels, hein, ils vont courir après le ballon, mais il ne se passera jamais rien. Donc, effectivement, en plus, Marco et Gay ayant une propension à être attirés par le joueur qui a le ballon, quand tu es en sous-nombre, c'est juste pas possible de défendre. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti sur ce moment-là du match. Tu amènes la transition avec les joueurs qui ne se replient pas et ce problème en 4-4-2. Est-ce que quand Lyon était en train de pousser, parce qu'ils reviennent à 3-2, ils ont une ou deux occasions nettes de 3-3, est-ce qu'il n'aurait pas fallu repasser en 4-3-3 ou il fallait continuer dans ce système et Tourelle a eu raison? Lionel, ton avis là-dessus? Moi, pendant le match, je me suis dit qu'il fallait repasser en 4-3-3 pour sécuriser un peu plus. Le changement et l'entrée de Cavani va lui donner raison, puisque ça permet de tuer les matchs et de marquer le 4e but qui nous permet de finir un peu plus tranquille. Mais on peut penser que le 4-3-3 nous aurait permis peut-être d'être un peu plus, on va dire, d'avoir un peu plus de sécurité. Mais l'entrée de Cavani aussi, de par ses déplacements qui sont un peu différents de ceux du Cardi, de par son activité, peut peut-être combler ce manque de 3e but de terrain. Donc, j'ai envie de te dire que hier, le résultat lui a donné raison. Après, il n'y a pas véritablement de réponse, de certitude à ce niveau, quoi. L'entrée de Sarabia aussi qui fait beaucoup de bien. De toute façon, on est repassé en 4-3-3 à la fin du match hier. Ouais, quand on marque le 4e but, mais il a pas dans la période. Non, après, effectivement, après, ouais. Il sort pas, oui, il fait entrer Paredes, je sais plus à la place de qui, mais Di Maria. À la place de Di Maria, ouais. Kata, toi, ton avis, tu penses qu'il faut garder le 4-4-2 coûte que coûte? Là, on s'est habitué au 4-4-2. C'est le système qui a été validé par Neymar, par Mbappé aussi. Donc, je vois. Là, ça serait bizarre de changer à l'aube du rendez-vous européen que tout le monde attend. Et justement, est-ce que le 4-4-2 est viable sans Neymar? Moi, j'aurais tendance à dire oui. Parce qu'on a beaucoup de profils type ailier comme Sarabia, Draxler, Di Maria qui peuvent animer le côté tout en faisant un repli défensif qui est de meilleure qualité que celui de Neymar. Et ça permet aussi de mettre dans les meilleures dispositions Mbappé. Donc pour moi, je vois pas pourquoi, en l'absence de Neymar, on jouerait pas en 4-4-2. Parce qu'au final, si en l'absence de Neymar, on considère que notre meilleur joueur, c'est Mbappé, et que lui, il est plus à l'aise en 4-4-2, j'ai envie de dire que ça renforce le fait qu'on doit jouer en 4-4-2. Oli, pareil, Neymar ou pas, ça change rien? Ouais, puis pour la continuité. Après ce 4-4-2, il est ultra flexible, hein. Quand vous regardez le 4-4-2 comme on l'a utilisé contre Monaco au match retour avec un Di Maria, et je pense que c'est un peu de la même manière si on joue en 4-4-2 avec ces joueurs-là, c'est un peu de cette manière-là dont on l'utilisera contre Dortmund. On a un Di Maria qui est dans le cœur du jeu, qui est presque comme un 3e milieu de terrain. Donc on n'est quand même pas très très loin du 4-3-3, hein. Quand Di Maria rentre, joue plus bas justement pour aider à contrôler les milieux de terrain adverses, ça se joue à quelques mètres finalement, la distinction 4-4-2, 4-3-3. Donc surtout qu'Mbappé est ultra libre, on voit. Parce que Neymar aussi redescend parfois aussi bas que Di Maria.
En plus, ouais. Donc finalement, moi, ça me choque pas qu'on reste. En fait, je préférais qu'on fasse des 4-3-3, mais finalement, peut-être même dans les moments où Neymar est là pour varier. Mais le côté 4-4-2 quand Neymar est là et 4-3-3 quand il n'est pas là, pour moi, c'est pas intéressant. Ça sert à rien qu'on fasse cette distinction-là. Ok. Moi, il y a un autre truc qui m'a gêné. J'ai pas vu le match contre Nantes, donc je ne dirai rien. Mais hier, comme souvent, l'orientation du jeu sur l'aile, c'est juste plus possible. Des fois, on peut faire la passe c'est soit Di Maria, soit Meunier qui font l'appel. On peut faire la passe en une touche. On arrive, on fait 4-5 balles pour arriver à l'endroit où on voulait arriver en une touche. Ils ont tous eu le temps de se replier. On voit ça tout le temps par match. Je sais pas dans l'orientation du jeu, ce qu'on fait, si on le bosse, mais je comprends rien. Je sais pas si ça vous choque, vous. Donc toi, tu critiques le fait qu'on devrait centrer directement, quoi. Non, non, orienté sur l'ailier qui fait l'appel. Ouais. Mais après, Et ça, c'est peut-être... on le fait, on finit par orienter, mais en ayant fait 5 passes au lieu d'une. Et du coup, les autres ont le temps de se replier pour arriver à l'endroit où on voulait arriver de base. Mais après, des fois, comme tu vois, il y a un but qu'on a marqué comme ça qui est... j'ai un trou de mémoire, mais à un moment, on met un peu de temps parce que on veut faire travailler les Lyonnais sur la largeur. Et après, au final, on crée un décalage. Je crois que c'est sur le but de Cavani, où là, on met un peu de temps. Après, on finit par renverser. Et après, on trouve Di Maria entre les lignes et qui décale pour Cavani. Donc après aussi, il y a un travail, il y a un compromis entre la prise de risque de ne pas vouloir donner le ballon trop vite à l'adversaire si on rate la transversale, et aussi le fait de vouloir un peu déplacer le bloc dans la largeur pour essayer de trouver des failles dans le cœur du jeu, quoi. Ouais, non, je parle même pas de transversal, je parle d'orientation où le mec est vraiment à 20 mètres d'espace libre devant. Des fois, je vois Ouais, Mais mais Meunier faire des 60 pauvres Meunier en ce moment. Bon, on va y revenir, mais offensivement, c'est pas top top. Ouais, après, il faut garder en tête, parce que moi, sur les forums, j'ai lu quelques personnes qui parlaient du fait que Verratti n'avait pas fait ses ouvertures habituelles. Quand même pas oublier qu'il y avait un vent à 80-100 km/h hier. Les passes longues, surtout aériennes, c'était quand même très hasardeux. Alors, je sais que c'est un problème relativement constant au PSG, le fait qu'on ne touche pas assez les latéraux en première intention, mais en particulier contre Lyon, c'était assez difficile. On a vu Kerrer plusieurs fois trouver Meunier assez rapidement avec des passes qui sont de très bonne qualité parce qu'en plus il a un bon pied. Et ça, on l'a vu plusieurs fois. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où Meunier part et qu'on ne lui donne pas le ballon, quoi. Après, est-ce qu'on lui fait pas confiance? Ça peut aussi être une réponse, hein. après, il faut avoir une qualité de passe aussi, et être fiable, quoi, dans cet exercice, quoi. Lyon devait être le test avant Dortmund. Finalement, entre nos blessures et la prestation de Lyon, qui n'a pas été flamboyant, seulement qu'on puisse dire, que pas une intensité folle, quoi. Donc Paris a été entre guillemets privé de test. Est-ce que c'est un problème pour aborder la Ligue des Champions de ne pas avoir de référence encore et toujours, Kata? Là, je pense que le plus gros problème, c'est si on avait eu des blessures. Donc là, on n'a pas de blessures majeures. Donc je pense qu'on a eu joué beaucoup de matchs au mois de janvier. On a réussi à pas trop perdre de joueurs. Marquinhos est sur le retour, Thiago Silva peut-être, Bernat aussi. Donc je pense que c'est ça l'essentiel qu'il faut retenir de ce mois-là de préparation. On a confirmé le 4-4-2, donc a priori c'est comme ça qu'on va jouer. On a retrouvé des joueurs aussi qui ont retrouvé un niveau de jeu correct, comme Paredes. On a pu tester Kouassi, Kerrer. Donc moi je retiendrai plus ça. Et même Kurzawa aussi qui a fait des matchs intéressants. Donc ouais, pour moi le test ça se fait plus sur tout le mois de janvier où on a pu faire jouer un peu tout le monde, gérer les temps de jeu. Et pour moi c'est la meilleure des préparations. Lionel? Non, je suis assez d'accord avec Kata. Et après, comme j'ai dit, c'est toujours compliqué de comparer un peu la Ligue 1 avec des champions parce que quelle que soit l'équipe que Paris affronte en Ligue 1, je ne suis pas tout le temps sûr que, en fonction de l'affiche, qu'ils arrivent à trouver la motivation qu'ils ont en Ligue des Champions. On a pu le voir, par exemple, contre Lille ou ces équipes-là, qui sont considérées aujourd'hui comme de très belles équipes en Ligue 1. Je ne sais pas si pour nos joueurs, ça leur permet quand même de trouver cette motivation pour hausser le niveau et arriver à montrer un niveau de jeu des clubs de Ligue des Champions. Donc, je pense qu'on arrive avec quelques certitudes. On voit que
certains joueurs sont à un très très bon niveau. On voit Neymar qui depuis quelques temps a retrouvé un niveau, retrouvé un très haut niveau. Et après, on a quelques joueurs qui sont un peu plus dans le dur, comme Icardi. Même Mbappé, je le trouve un peu moins tranchant ces derniers temps, même s'il fait un très beau but sur la première action, mais je trouve un peu plus de déchets dans son jeu et ses choix ne sont pas tout le temps les meilleurs. Mais je pense que le jour J, si on réussit à bien se préparer, je pense que le jour J, les joueurs trouveront la motivation et avec le niveau de l'équipe qu'on a, on peut quand même être assez confiant sur une prestation aboutie à Dortmund. Oli. C'est vrai que ça aurait été mieux d'avoir une équipe de Lyon compétitive. Maintenant, bon, ils ont été aussi mauvais parce que on a fait une première mi-temps qui, au niveau du contrôle de jeu, hier, pour moi, a été vraiment excellente. Les stats de Canal l'ont montré dans le sens où les milieux de terrain lyonnais faisaient partie des joueurs sur le terrain à la fin de la première mi-temps qui avaient touché le moins de ballons. Je crois qu'ils en avaient en moyenne une quinzaine, entre 10 et 15, c'était à peu près dans les eaux d'Icardi. Donc on les a vraiment paralysés. Maintenant, c'est vrai que oui, on a rarement des matchs qui forcent les joueurs à être à bloc pendant un match entier. On mène 2-0, 3-0 et forcément, tu as un match de Ligue des Champions qui arrive dans 8 jours, tu as un petit coup de décompression. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, le 4-4-2, tu peux pas te permettre d'avoir cette décompression parce que si tu le fais, il y a des trous qui sont énormes. Et pour ça, effectivement, il y a une petite incertitude, celle de savoir si, avec la pression et l'enjeu du match contre Dortmund, on arrivera à la fois à éviter d'un côté la décompression, mais ça, bon, je pense que ça devrait aller, mais aussi l'éventuel coup de panique qu'on a quand même pu voir, qui a suivi la décompression sur les deux matchs pendant 10-15 minutes à chaque fois quand on a perdu la maîtrise. C'est un peu ce qui reste en suspens. Ok, je vais juste revenir, vu que tu as parlé du milieu lyonnais, je voudrais remercier Rudy Garcia de nous avoir mis ce duo Touzard-Mendes. Touzard qui, de toute façon, on ne découvre pas, est pas très à l'aise avec ses pieds. Mendes qui, cette année, est absolument catastrophique. Et il préfère mettre ça que Cacré qui est en pleine forme et c'est les genres de joueurs qui gênent vraiment Paris, ces joueurs qui sont à l'aise sous notre pression pour bloquer en même temps Verratti et le bloquer de son autre acolyte. Et en imitant Touzard Mendes, ils se sont bloqués tout seuls d'Awar en possible relais. Donc merci à Rudy Garcia qui, de toute façon, dans les matchs contre les top 5, a encore perdu comme d'habitude. On va passer... Oui, tu voulais réagir, Kata? On peut remercier Tuchel aussi de ne pas avoir pris Thiago Mendes. Ouais, ça aurait été une belle connerie, ça. Je ne le remercie pas vu qu'il a pris Gay, mais ça c'est autre chose. Honnêtement, pour moi, l'un ou l'autre, je sais Gay pas. Qui monte en puissance quand même. Ah bon? Ouais, individuellement peut-être, mais collectivement, bon, on va en reparler. Moi, je suis absolument pas convaincu encore. Hein. Mais vraiment pas. On va commencer déjà par la ligne arrière. Donc sur les deux matchs, c'était la même défense. On va commencer avec les deux latéraux, Kurzawa et Meunier. Qu'est-ce que vous avez pensé de leurs deux matchs, Lionel? Je les ai trouvés corrects. Darwin n'a pas été mauvais. Après, comme d'habitude, il a tout le temps des périodes un peu plus compliquées. Meunier, j'ai trouvé bon dans son attitude. Surtout en première mi-temps contre Lyon, où il y a eu pas mal de retours, où il a récupéré pas mal de ballons assez hauts. Il est très actif sur son couloir. Après, c'est vrai qu'il a un peu de déchets dans ses centres, mais... Et une passe décisive quand même, je crois, pour Mbappé. Pour Mbappé, très... sur le deuxième but. Ouais. Donc non, moi j'ai trouvé, je les ai pas trouvés excellents, mais j'ai trouvé qu'ils n'ont pas été catastrophiques. Surtout Kurzawa qui nous a habitués à des performances vraiment insipides, n'a pas été mauvais. Et Meunier, je trouve les gens très durs, ça ressemble presque à un délit de sale gueule, parce que je trouve que ses performances, en tout cas hier, en tout cas sa performance, j'ai trouvé plus que correcte. Ok, Oli. Assez quelconque, mais pas forcément que dans le négatif, mais trop neutre pour moi. Alors, il y a un truc qui me dérange un petit peu, c'est ce réflexe. Alors, je ne sais pas si c'est une consigne ou pas, qu'a Kurzawa de rentrer dans le cœur du jeu pour faire sortir Mbappé et l'excentrer. Je suis pas fan du tout de ça, parce que ça éloigne Mbappé du but. Lui, ça le met dans un endroit où il n'est pas spécialement utile. Après, Kurzawa,
on va rien dire, il nous dépanne, mais c'est vrai que ça reste faible et ça sera toujours faible, surtout défensivement. On reparlera de la charnière centrale, mais il y a une bonne partie des problèmes de Kipembe hier qui viennent du fait que Kurzawa soit bien trop insuffisant sur ses replis. En première période, tout va un peu bien partout. Meunier fait des très bons replis. Il fait trois très bonnes interventions défensives. Kurzawa fait un sauvetage qui nous amène le premier but de Di Maria. Parce que c'est lui qui prend le ballon à l'entrée de la surface et puis après on la ressort et Gay l'emmène jusqu'à Di Maria qui marque dans le côté fermé. Mais globalement, je trouve que voilà, ça restera le point négatif du PSG. Meunier a quand même une contribution offensive qui est insuffisante, mais de toute façon, est-ce qu'on a de meilleurs choix? Je suis pas persuadé. Et puis Kurzawa trop léger aussi, et défensivement et offensivement, donc ça reste malgré tout le point faible à mon sens, surtout en 4-4-2 pour le PSG, puisque on parlait tout à l'heure du fait que Verratti et Gay se sont trouvés pendant un moment trop seuls, isolés offensivement pendant le début du match et défensivement quand on avait du mal. Et dans une équipe qui joue en 4-4-2, les latéraux doivent pouvoir aider à ressortir le ballon, sauf que c'est pas ce qui s'est passé. Et plutôt que d'avoir les latéraux qui contribuent, on a été obligé de voir et Draxler et Di Maria décrocher en bout d'un quart d'heure dans la première mi-temps pour aider à la sortie. C'est des consignes. Hein. Mais ça, c'est leur rôle, ça. J'ai l'impression que c'est des consignes avec cette espèce de 4-2-2-2 où ils demandent vraiment à chaque fois à ces élites de se recentrer. Je ne sais pas si c'est les joueurs qui choisissent ou si c'est vraiment des consignes claires du axial. Là, étant donné le fait qu'ils ne fassent pas grand-chose du ballon. Ouais. Bah là, étant donné qu'ils sont en faux pied, c'est assez logique qu'ils se recentrent quoi, pour le coup. Là. Pour une fois, ils étaient sur leurs bonnes ailes, les deux ensemble. Parce qu'ils nous avaient donné l'habitude de mettre Draxler à droite quand il jouait avec Di Maria ces derniers temps. Du coup, toi, Kata, ton avis sur le match de Kurzawa? Kurzawa, les derniers matchs qu'il a fait, moi, je le trouve vraiment intéressant. Après, il revient dans une bonne forme, je le trouve intéressant. Après, défensivement, il a quelques errements, mais moi, j'ai souvenir d'un match où il avait quand même repris, c'était le match de Nantes, je crois, ou celui d'avant, où il avait quand même réussi à reprendre un joueur. Bon, il se fait un peu dépasser, mais c'est pas que de sa faute non plus. Moi, je l'ai trouvé assez intéressant techniquement. Il paraît au niveau de l'équipe. Défensivement, moi, je le trouve rapide par rapport à Bernat. Il a aussi l'avantage d'être assez grand. Donc, des fois, sur coup de pied arrêté, il peut être intéressant. Donc, moi, je trouve qu'il revient à un bon niveau. J'ai envie de l'encourager. J'ai pas envie de le casser. Meunier, neutre, il fait une passe décisive, comme tu l'as dit, pour Mbappé sur le deuxième but. Après, moi, je pense pas que ce soit un délit de sale gueule, c'est juste que Meunier, malheureusement, il accumule les matchs qui sont au mieux neutres, au pire catastrophiques. Donc, dans l'utilisation du ballon, il est un peu trop... moi, je le trouve limité. Et défensivement, il peut être pénalisant pour l'équipe. Donc, bon, là, il a fait un match qui était neutre contre Lyon. Et contre Nantes, je l'ai trouvé pas très bon, défensivement. Ok, on sent l'amour dans ta voix pour Meunier. Non, mais bon, après, on sent que c'est un joueur qui va peut-être pas... comme Kurzawa, en fait, c'est les deux joueurs qui sont amenés à partir parce qu'ils n'ont pas... Pour le moment, ils n'ont pas prolongé. Ouais, je pense que c'est pas tout à fait le même cas non plus. Je pense que Meunier a une valeur marchande et beaucoup plus élevée que celle de Kurzawa. Oui, mais de toute façon, s'il prolonge pas, il prolonge pas. Hein. Oui, mais lui est prêt à prolonger d'ailleurs, contrairement à Kurzawa qui maintenant sait que son histoire est finie. Mais après, ça dépend des conditions qu'on va lui proposer. Je crois qu'il a eu une première offre qu'il a refusé, mais qui n'était pas beaucoup plus haute que ce qu'il a actuellement. Et... Ouais. Bon, on verra. Et on verra si Bernat sera de retour contre Dortmund. Tourelle a un peu ménagé le suspense. Non, mais après, c'est peut-être pas plus mal de garder Kurzawa. Ouais, non. Non, mais après, Kurzawa, il a fait des... T'as vu hier, quand Toko Ekambi est rentré, Kurzawa, sur le deuxième but et l'action du troisième, il est plus là. Hein.
Moi, mais bon, après, Kurzawa, quand même, il était là sur le 4-0 contre Barcelone. Enfin, je veux dire. Il était là lors du 6-1 aussi. Oui, il était comme tous les. Non, mais je veux dire, voilà, il est quand même pas. Enfin, si l'équipe est au niveau, lui, là, en ce moment, il montre qu'il est au niveau de l'équipe, quoi. Et t'imagines Ah. les sauveurs qui seraient Kurzawa et Cavani contre Dortmund. Non, mais si tu veux, Bernat, on connaît pas son état de forme, donc. Ouais, certes. Bon, on va passer aux centraux. Et là aussi, il va y avoir que de l'amour chez Kata, je sens. Kerrer Kimpembe, donc on jouait Nantes puis Lyon. Oli, qu'est-ce que tu as pensé de ce duo de défense centrale? Bah, moi, je suis un peu embêté parce que il y a vraiment deux visages qui sont marquants. Hier, par exemple, mais ça symbolise beaucoup de leur match à l'un et à l'autre, d'ailleurs, Kimpembe comme Kerrer. Je les trouve très bons, très intéressants. Kerrer, qualité à la relance indéniable, qui arrive à casser une ligne, qui arrive à trouver Meunier assez rapidement sur les côtés, très agressif, dans le tempo, aucun problème. Et je me suis risqué sur Culture à dire c'est bizarre, les deux font pas de conneries, ça m'inquiète pour la suite. Et malheureusement, alors c'est le hasard qui a fait ça, je suis pas devin, mais le fait est ils se sont effondrés l'un comme l'autre. C'est deux joueurs qui ont des qualités et c'est deux joueurs qui dans la tête sont à un niveau qui est pas compatible avec le haut niveau à l'heure actuelle. C'est ça qui m'embête. Kerrer, il a tassé Aouar pendant toute la première période. Premier duel qu'il joue, il l'a bouffé complètement. À chaque fois qu'Aouar prenait le ballon, il prenait Kerrer dans le dos, pile dans le bon timing, c'était impeccable. Aouar n'a absolument pas existé. Et puis en deuxième, ils ont et Kimpembe et Kerr le gros problème de se faire aspirer beaucoup trop facilement dès qu'on joue en remise ou en appel contre appel. Et puis quand ça arrive et quand ils sont plus dans le bon tempo, bah, c'est porte ouverte derrière. Ils montaient ensemble. Ouais, ils montent ensemble, ils sortent tous les deux ensemble sur des joueurs à contre-temps. Et à ce moment-là, il y a plus personne en couverture derrière. Donc c'est juste pas possible de défendre comme ça. Donc c'est de l'expérience, effectivement de la coordination avec ton autre coéquipier en charnière pour savoir qui monte à quel moment. Mais c'est magnifique quand les deux sont dans le bon timing et quand ils sont plus dans le bon timing, c'est une catastrophe. Et moi, ça m'embête. Après, Ouais. voilà, autant Kimpembe est formé au club, autant Kerrer, j'ai l'impression qu'il a franchi une étape de trop en allant à Paris, qu'il aurait peut-être été prêté dans un club intermédiaire, genre Séville, Milan AC, un truc comme ça, qu'il est encore en post-formation et qu'être en post-formation au PSG, c'est peut-être un peu trop. J'ai Ouais. toujours cette impression déjà l'année dernière avec ces sautes de concentration. Tu sens qu'il a tout un potentiel, mais en même temps, ça coince. Tiens, Kata, vas-y, parle-nous de ton chéri Kimpembe. Non, mais les deux, c'est vrai, comme disait Oli Francis, les deux, ils sont complémentaires parce que un est droitier, un est gaucher, mais en même temps, ils sont pas complémentaires parce que les deux, ils sont plutôt en profil de stopper, un peu à aller chercher les joueurs assez hauts. Mm. Et du coup, bah, comme l'a dit très bien Oli Francis, hein, ça pose le problème de la couverture. Et du coup, ça fait un peu un sketch, quoi. On dirait qu'on a deux clowns, quoi. Non, mais enfin, je sais pas, il y a un problème de coordination entre les deux, mais au niveau du cerveau aussi. Non. Sans parler de la charrette de Kimpembe quand même, parce que en pointe de vitesse, Mais le après, c'est pauvre. pas que, enfin, charrette entre guillemets, mais après, charrette, enfin, après, c'est pas qu'une question de charrette, parce que moi, je pense qu'il est fit, c'est juste que voilà, il est lent, il est lent. Il y a des gens qui sont rapides, il y a des gens qui sont lents. Lui, il est lent. Bah, après, lent, il est plus rapide que nous, hein. Je pense qu'il nous bat au 100 mètres, mais pour le haut niveau, voilà, il a pas de marge, quoi. Ouais. Lionel, même avis. Oui, et en fait, on a quatre défenseurs, deux à chaque fois qui se ressemblent. C'est Kerrer et Kimpembe qui ont plus ou moins le même profil, et Marquinhos et Silva qui ont le même profil. On a tendance à faire jouer à chaque fois deux PA qui ont le même profil, et on se rend compte que ça marche pas. Je crois que la plus utilisée reste Kimpembe Silva cette année, mais. Ouais. Après, il y a Kouassi aussi il y a Oui, Kouassi qui est intéressant aussi. Moi, je trouve qu'il apporte quelque chose en plus, Kouassi, parce il est assez grand, il est ça, technique. Il prend... c'est un bon joueur, mais aujourd'hui, c'est un peu difficile de définir quel est Non, son mais bon. profil. On ne sait pas si c'est un joueur qui peut bien gérer la profondeur. Il a pas eu vraiment de matchs où on l'a vraiment mis en difficulté. Il avait fait un match au milieu de terrain en championnat où il avait été un peu plus en difficulté. Mais voilà, c'est un joueur qui a des qualités, mais c'est un peu compliqué aujourd'hui
d'en parler comme étant un véritable concurrent dans la défense centrale. Bah, moi, je le trouve déjà en concurrence en défense centrale. Enfin, moi, je le trouve plus intéressant que Kerrer, par exemple. Bon, bah, je sais pas, un duo Kipembe et Kouassi, moi, je trouve que c'est plus complémentaire qu'avec Kerrer, quoi. Kerrer, moi, je le vois plus en arrière droit, hein, dans une défense à. Tourelle en a parlé après le match, il a dit que pour le poste, Kerrer et Kouassi avaient été en concurrence pour le match de Lyon et qu'il avait choisi Kerrer parce qu'il avait plus d'expérience. C'est vrai qu'il ne faut quand même pas oublier que Kouassi reste un jeune de 17 ans qui n'est pas encore sûr de signer pro l'année prochaine. Donc voilà, ça va peut-être orienter leur choix. Après, que ce soit un bon choix ou un mauvais choix, c'est vrai que c'est difficile à dire, mais de toute façon, le choix, à mon avis, Kouassi Kerrer va se poser l'été prochain. Non, mais après, ça va pas forcément se poser s'il y a des départs ou quoi, ou machin, mais moi je pense que. Moi je pense que Kehrer, c'est ce que tu disais, Basto aussi, c'est que tu disais qu'il aurait peut-être fallu un club intermédiaire. Après, c'est vrai que HL qui jouait dans une défense à 3, Ouais. là on lui demande de jouer dans une défense à 2, peut-être qu'il serait plus à l'aise en latéral droit, dans une alternative un peu plus défensive. Je le trouve plus mauvais à droite. C'est là où il a coûté la plupart des buts l'année dernière. Après, c'est le meilleur match, c'est à droite. C'est quoi? Pardon? Redis? J'ai pas entendu. Le meilleur match, c'est à droite, que ce soit contre Liverpool au match retour ou United à l'aller. C'est le pire match aussi, parce que il y en a, ils disent vous oubliez ces bons matchs avant United et sa bourde. Je me suis amusé à les recompter. Il en fait 8, il fait 5 bourdes. Il se fait violer par Depay à Lyon, ou assez violemment. Il coûte un but à Strasbourg, il coûte un but contre Guingamp en Coupe de la Ligue et il coûte un but à Bordeaux. Oui, c'est un joueur qui, comme tu l'as dit toi-même, et après, il est bon effectivement contre United à l'aller et contre Liverpool au Parc dans un contexte où Paris joue vraiment, enfin pas United mais Liverpool où Paris joue vraiment bas et il a tout ce problème de son apport avec ballon à droite est vraiment minimal pour le coup. Donc c'est comment tu joues avec Kerrer à droite, c'est encore un autre style de jeu, c'est encore une nouvelle orientation. Là, je pense plus qu'il soit dans le coup pour être arrière droit vu le jeu installé. Peut-être que je me trompe, je sais pas. On verra. C'est vrai que beaucoup s'attendaient à ce que Tourelle le remette rapidement à droite après son tour de blessure. On a dû le revoir une fois par hasard à droite et encore, je suis même pas sûr. Mais sinon, effectivement, Meunier est tranquille dans son poste de titulaire. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Non, parce qu'il faudrait qu'on ait mieux pour le mettre en concurrence. Mais le fait est que, pour l'instant, Kerrer, il est réaligné en défense centrale. Ouais. Je pense que c'est le système aujourd'hui qui fait ça, où c'est plutôt le latéral droit qui monte plus haut, sachant que quand Neymar est titulaire, Di Maria a tendance à être un peu plus bas et au centre. Donc il faut quelqu'un qui puisse être derrière lui pour écarter un peu. Alors qu'à gauche, on a souvent le duo Neymar-Mbappé qui, par leur complémentarité, occupe le couloir gauche. Donc le joueur qui joue à gauche a moins, enfin le latéral gauche a moins besoin de monter, quoi. C'est vrai. Non, mais ce que dit Lionel, c'est très juste, quoi. C'est qu'à droite, il y a un manque d'animation sur le côté, quoi, offensivement. Donc du coup, c'est pour ça que Meunier, en fait, il est, je pense, privilégié, quoi. Oui, moi, personnellement, je dis pas que c'est un mauvais choix, mais c'est vrai que dans l'état actuel des choses, Kerrer n'est pas invité à droite. Il est invité nulle part, quoi. Moi, je préfère Meunier, mais c'est vrai que je m'attendais à ce que Kerrer soit au moins remis en concurrence à ce poste, vu l'année dernière, où il était clairement devant Meunier. Mais bon. Après, ça s'explique aussi par le profil d'Icardi qui a besoin d'être aligné au centre. On a changé, de toute façon, on a changé d'animation dans le jeu, donc forcément, ça remet des choix. Bon, on va passer à mon duo préféré, Gay Verratti. Lionel, qu'est-ce que tu penses de ce duo sur les 2 derniers matchs? Tu en pensais avant ou tu étais un peu dubitatif sur la complémentarité? Est-ce qu'ils t'ont rassuré? Et est-ce que c'est le duo que tu veux à Dortmund ou tu veux toujours changer? En 3 mots, top. Non, je plaisante. On n'y aura pas cru. Individuellement, je les ai trouvés corrects, les deux. Après, le souci, et chaque fois qu'on essaie d'en parler, on a une rafale qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, j'ai du mal à trouver un joueur complémentaire à Verratti.
Quelles que soient ses qualités ou quoi que ce soit, ça reste un problème si on est incapable de lui adjoindre un joueur qui est complètement complémentaire. Et si à une époque, on pouvait, entre guillemets, construire une équipe autour de Verratti, parce qu'il était la base de lancement et tout, ou autre chose, avec un joueur comme Neymar, euh, alors ça reste un super joueur Verratti, mais je trouve que son utilité n'est plus aussi flagrante, parce qu'il faut qu'on joue rapidement sur Neymar, et là, nos défenseurs peut-être à multiplier un peu les touches. Euh, dans l'impact, dans sa capacité à défendre, c'est pas sa qualité première. Donc, c'est un joueur fantastique, mais je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, dans cette équipe, est-ce qu'on utilise totalement les capacités d'un joueur comme les capacités de Verratti? Après, Gay monte en puissance. Moi, dès le départ, j'ai toujours dit, on connaît ses qualités, on connaît ses défauts. Et on le voit toujours, c'est un joueur qui, alors maintenant qu'il est un peu plus en forme, va mettre plus d'impact, va être un peu plus agressif, va récupérer plus de ballons. Mais c'est vrai qu'il a des difficultés dans l'orientation de son corps, dans le contrôle. C'est pas le joueur qui va te faire des passes clés, qui va casser une ligne sur 30 mètres ou quoi que ce soit. Donc, ces deux joueurs qui individuellement sont bons. Enfin, je les ai trouvés assez bons, voire corrects contre Lyon. Mais c'est vrai que la complémentarité ne saute pas aux yeux. Pour te dire, moi, je me suis amusé à faire une note. Je crois que j'ai mis 5,5 à Marco, 5 à Gay. Mais si je dois mettre un flop, je mettrais le milieu. Bizarrement. Ouais, c'est qu'individuellement, effectivement, tu n'as pas grand-chose à leur reprocher. Mais ensemble, j'ai l'impression qu'à part Marquinhos, de toute façon, on n'a aucun milieu qui est capable de jouer dans un milieu à deux ou qui est fait pour jouer dans un milieu à deux. Ils sont un peu sacrifiés, le milieu, sur l'autel du 4-4-2. Kata, toi, ton avis sur ce duo, et est-ce que c'est le duo que tu mettrais à Dortmund? Bah, là, moi, c'est le duo que je mettrais à Dortmund parce qu'en fait, on a des incertitudes sur Marquinhos. Si Marquinhos est apte, tu le mets en défense ou au milieu? Bah, moi, je préfère privilégier la continuité. Peut-être, je sais pas si je ferais jouer Marquinhos. Enfin, là, en fait, c'est difficile de dire parce que Marquinhos, Oui, il on ne aura. sait pas dans quel état de forme il est. Donc, moi, je pense dans un match décisif comme ça, j'ai pas envie de mettre une inconnue. Enfin, je veux dire, Marquinhos, s'il est en forme, il va faire un protocole de. Du coup, tu laisses Kimpembe écrire derrière si tu veux la continuité. Hein. Non, non, mais on va. Non, mais après, peut-être que. Bah, non, mais après, ça va se poser aussi comme problème. Hein. Non, ça fait moins longtemps qu'il est absent, Silva, quand même. Ouais. Mais moi, en tout cas, ce qu'on a vu depuis les derniers matchs, là, c'est que quand même, au niveau de la complémentarité avec ballon, on voit quand même des redoublements de passes qui se font. Il y a des circuits pass qui existent, qui n'existaient pas avant. Donc là, les deux joueurs se font un peu plus confiance au niveau technique. Donc ça, c'est un point qui est assez nouveau. Guy, il est un peu plus en forme physiquement et donc il fait quelques interceptions qui sont intéressantes, comme sur le premier but, il me semble. Non, non, sur le Le deuxième. premier but, il remonte la balle, mais c'est pas lui qui intercepte, c'est Kurzawa. Mais non, sur le deuxième où il fait où je me mélange les pinceaux. Non, c'est Mais le premier où il fait la passe à Di Maria et Di Maria marque. Je sais pas Ah si voilà, c'est celui-là, c'est le premier. Ouais, il fait un bel effort. Mais c'est pas lui qui fait l'interception, mais je le trouve intéressant dans ses projections. Et ouais, en tout cas, physiquement, il est en forme. Et moi, je le mettrais titulaire. Et pour moi, pour répondre à Lionel, Verratti, moi, je considère que c'est un indispensable du milieu. Dans un milieu à deux, certes, on pourrait penser qu'on a besoin de deux profils athlétiques, un peu comme à l'époque de Monaco avec Fabinho, Bakayoko. Mais je trouve que Verratti, il a sa place aussi parce qu'il nous permet d'avoir un point de construction bas et avec sa qualité d'orientation de jeu et de trouver des angles de passe que lui seul peut trouver, il est très intéressant même dans le jeu de transition. Donc moi, quand tu dis que des fois il a tendance à trop garder le ballon, moi je me rappelle de la saison dernière quand on avait Neymar justement contre Liverpool ou contre Liverpool et les matchs de poule. Et là, on voyait des transitions très rapides avec Marco. Et même là, le match contre Marseille qu'on avait fait, on a vu des très belles sorties de balles avec des transitions très rapides avec Marco. Marco, Donc, d'ailleurs,
D'ailleurs, ça ne me surprend. Moi, ça ne me surprend pas. On a vu ce débat, Marco 6 ou 8. C'est Marco qui joue plus back gay, en fait, la plupart du temps, même s'il y a des compensations. Je pense qu'en hitmap, Marco, vu qu'il s'occupe de la première relance, doit être plus bas et donc joue encore vraiment comme le 6 du milieu Je de pense Gérard. aussi, ouais. Ouais. Ouais, Et c'est donc, possible. là, de ce Après, côté, Verratti, est-ce que c'est un 8, est-ce que c'est un 6? Et c'est aussi ce que veut dire Lionel, c'est on ne sait pas vraiment qui est joueur. Il a des défauts. Quand il est 8, il est pas assez bon dans les 30 mètres adverses. Je ne parle pas seulement de ne pas marquer, mais c'est d'être juste influent ou dans ses projections dans cette zone. Et quand il est bas, il peut ralentir le jeu, effectivement. après en 8, t'as pas besoin non plus d'être très haut, de te projeter. Tu peux juste être un 8 de contrôle, comme les Verratti. Après, tout dépend de ton animation. Oui, mais quand Je tu veux joues dire, à Kinos Verratti Gay, par exemple, quand on joue en début de saison, ouais, mais du coup, ça Ah oui, sera non, mais plus là, Gay qui sera en mais, box-to-box. ouais, mais bon, Gay est dans les 30 mètres adverses, c'est un but, une passe par an aussi. Donc, Ouais, mais après, peut-être qu'il il peut faire des récupérations hautes et tout. Après, il n'y a pas de. Moi, je pense pas qu'il y ait de modèle parfait. Il faut s'adapter aux joueurs que tu as. regarde, Après, c'est sûr que si toi, t'es puriste et t'aimes bien un certain style, il faut mais comprendre que non, Marco, c'est pas une il question ré- de prix, c'est une question d'observation des milieux qui ont fonctionné avec Verratti à l'arrivée. Qui fonctionnent plus ou moins bien, ça a été avec Mota, puis avec Jorginho. Et les deux, c'est un peu la même chose. C'est une espèce de double pivot qui font axial assez bas. Non, mais ça fait partie. Ah, mais après, il y avait Matuidi aussi dans l'équation. Il y avait Matuidi comme il y a Barella en Italie qui se projette beaucoup plus haut d'ailleurs. Voilà, après, ça, c'est un type de milieu qui est possible. Après, il faut que Ça tes ailiers y participent impose beaucoup un au jeu. rythme du jeu bas. Ouais, mais alors? Ah ouais, bah après, faut. Oui. Ouais, mais après, c'est une question de style. Après, de toute façon, nous, si on impose un jeu bas et Pas qu'on a faire un des rythme joueurs pour de jeu contrer. bas. Ouais, enfin, un rythme de jeu bas quand t'as Neymar, ou Ah, pourquoi pas. mais Neymar, dans la transition, il est rapide, hein. Il peut prendre de vitesse n'importe qui. Mbappé aussi. Ouais. Non, Certes. le truc, c'est que moi, je trouve que Verratti, Vas-y. il a énormément de qualité, mais je trouve que dans ce schéma-là, je trouve que il est réduit à faire des choses qui ne le mettent pas forcément en valeur. Et en plus, quand on n'a pas le ballon et qu'il faut courir derrière, voilà, c'est clairement pas son jeu. C'est pas pour lui. C'est un joueur qui, au bout de si on joue contre une équipe qui a un peu plus le ballon, qui va nous faire courir, c'est un joueur qui à la 60e minute a les joues rouges et est cramé quoi. Ah non, mais après, je vois ce que tu veux dire, Lionel. C'est sûr que lui, Verratti, il serait plus à l'aise dans un milieu à 3. Mais je pense que comme tous les milieux de terrain, il préférerait courir à 3 que courir à 2. Après, Neymar aussi, c'est pas son poste de prédilection de jouer milieu gauche. On essaye de s'accommoder. Après, c'est sûr que il faut de la solidarité entre les joueurs. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, Verratti, on préférait le voir relayeur droit dans un milieu à 3, dans un truc un peu plus comme ce qu'on avait avec Laurent Blanc, par exemple. Mais après, voilà, C'était là. Ravière à la place de Matuidi, s'il te plaît. Hein. Quand c'était Ravière à la place de Matuidi, s'il te plaît, si tu parles de Non, lui. mais Ravière ou n'importe qui, non, mais un relayeur gauche, mais tu vois, là, on est en mission, c'est-à-dire que tous les joueurs, ils font un peu plus pour qu'on ait un peu plus de potentiel offensif aussi, avec Mbappé et Icardi. Donc voilà, maintenant on est dans ce schéma de jeu-là. C'est vrai que c'est pas idéal, mais je pense qu'il a des qualités à faire valoir, quoi. Ok. Oli, ton avis sur les deux matchs du duo Gay Verratti, est-ce que tu as vu du mieux? J'ai vu du mieux. De là à être convaincu à 100% non, mais j'ai eu du mieux effectivement, notamment chez Gay qui, en regagnant un petit peu d'allant physique, arrive à, à être plus efficace, ballon au pied, quand le jeu est en mouvement. De toute façon, c'est un joueur de mouvement, Gay, donc il n'est pas du tout intéressant sur les attaques placées, mais quand ça bouge, il remonte la balle sur 5-6 mètres, il fait 2-3 petites passes à gauche, à droite. Ça, il ratait tout de chez tout il y a 2 mois. Maintenant, il commence, c'est pas formidable, mais il commence à arriver à contribuer quand même un petit peu avec le ballon. Donc, pour moi, ça, c'est mieux. Le problème que j'ai avec cette paire-là, et ça impliquera mon avis pour Dortmund, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est deux joueurs qui, malheureusement, ont tendance à être aspirés par le porteur de balle. Et pour moi, dans un milieu à deux, c'est pas possible. Surtout s'il y a un petit coup de mou chez les attaquants.
C'est pour ça que si jamais Marquinhos était apte, je préférerais que Marquinhos revienne au milieu de terrain, parce qu'au moins on sait que lui, il va pas dézonner trop. Et face aux joueurs de Dortmund, ça m'apporterait, en tout cas à moi, une sécurité que j'ai pas avec Gabe. Parce que c'est vrai que Gabe va avoir tendance à aller chasser beaucoup pour essayer de faire une interception ou pour gêner l'adversaire. Et si tout le monde s'est bien replacé, si tout le monde a compensé sa montée, c'est pas un problème. S'il y en a un qui se rate, bah, on se retrouve à poil au milieu de terrain. Donc pour moi, c'est dangereux. En ce qui concerne Marco, alors oui, effectivement, dans ce milieu à deux-là, on voit ces problèmes de volume, problèmes qui ne sont pas forcément toujours constants, hein. Je me rappelle très bien contre Manchester United. Alors certes, il joue que 75 minutes, Ouais. mais pendant 75 minutes, il n'y a que lui au milieu de terrain. Il est partout. Il va à gauche, à droite, il remonte, il Un gros intercepte, il fait des marquis passes. qui l'aide sur Pogba, mais oui. Mais oui. Mais alors, Marquinhos, effectivement, qui muselle totalement Pogba, mais sinon, Marco est énorme. Moi, je trouve quand même que ça le met dans une bonne disposition, c'est que ça le force justement pas à être très efficace dans les 30 derniers mètres. Euh, il peut s'arrêter à 30 mètres et mettre des petits ballons en profondeur pour les attaquants. Je trouve quand même qu'ils ont une relation technique avec Neymar qui est intéressante, et ça, mine de rien, c'est pas rien. Donc offensivement, ça fait faire à Marco ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire récupérer le ballon et le transmettre correctement, proprement vers l'avant. Je souscris pas, mais ça c'est ma marotte à moi, à la petite ritournelle qu'on entend beaucoup, Marco ralentit le jeu. Moi, la question que je pose à chaque fois aux gens qui disent ça, c'est quand vous trouvez qu'il ralentit le jeu, regardez les options de passe qu'il a et dites-moi où il peut la mettre. Parce que très souvent, quand il fait ça, quand il garde le ballon, Il c'est en qu'il n'y a a. pas, c'est qu'il y a pas grand monde à qui la donner. Verratti, s'il y a bien un joueur dans toute l'équipe qui joue avec la tête relevée en permanence pour voir les solutions, c'est bien lui. Et très rarement, je me dis, oula, pourquoi il la garde? Il pourrait la donner à un tel ou un tel. Parce que on voit tout et souvent, je trouve quand même que quand il y a un bon ballon à donner en profondeur et rapidement, bah, il le donne et il le donne très très bien. Ouais. Bah après moi en 6 j'ai toujours voulu le voir 6 donc là-dessus dans le jeu je sais pas mais Draya serait là je vais un peu faire honneur à Draya qui est pas là il te dirait qu'en 6 Verratti n'a pas le méta-jeu qu'un De Jong lui comprend pas le jeu comme De Jong là. Après, c'est pas une question que de méta-jeu ou même de sobriété ou quoi. C'est athlétiquement déjà, il est limité par sa taille, par sa vitesse pour faire des courses quand il va vers son but. Donc ça déjà, s'il veut jouer 6, ça le pénalise. Et sa rigueur défensive aussi. Moi, je trouve qu'il n'a pas une rigueur de placement qui est compatible avec un Bah, 6. si tu Après, mets tu vas si me tu mets dire, des il y joueurs a comme Pirlo, des mais 6 ça te voilà. Pirlo, Ouais c'est ce que j'allais dire. T'avais Pirlo, il y en a qu'un dans l'histoire, hein. T'avais Pogba qui tous autres devant. Non mais t'en as eu d'autres des profils De Jong c'est pas non plus un monstre défensif de base. Les De Jong, il joue pas tellement. Est-ce qu'il joue 6 tout Non, il seul? joue que 8 parce qu'il joue que 8 à Barcelone et justement, il n'est pas très à l'aise. Bah Mais voilà. Aux Pays-Bas, il joue bien 6 tout seul. C'est Sélection, il est plutôt bon. Ouais, mais il est moins c'est plus feu-follet, s'il joue que Verratti, je trouve, De Jong. Ouais, Verratti, vraiment, c'est le feu-follet. jusqu'à Feu-follet que... Mais De Jong, déjà, il a plus de taille que Verratti, hein. Il est plus costaud. C'est compliqué d'en avoir moins, Oui, mais non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que. il n'a pas besoin de tacler glisser pour aller gagner un duel. Ouais. Bon, Verratti aussi, tu me diras. Il a fait des... Plus de volume, il faut dire ce qui est. De Jong a un gros volume De Jong, c'est pas non plus. quand Je veux il s'y dire. met. Ah non, mais après, il y a plein de trucs sur lesquels, surtout à l'heure actuelle, je trouve Verratti bien supérieur à De Jong. Mais au niveau du volume de course, on a quand même l'impression que De Jong peut en faire plus que Verratti. Ouais, bah, on verra le milieu qui sera là contre Dortmund. Tiens, on va passer à ceux qui ont remplacé Neymar. Donc, on a eu Sarabia à Nantes, on a eu Draxler hier contre nous. Qu'est-ce que vous avez pensé de leurs matchs respectifs? Lionel commence. Bon, je me souviens plus trop de la performance de Sarabia contre Nantes, pour être tout à fait honnête. Ok, bah pas sur Draxler directement. Axler, De l'entrée de Sarabia hier. il fait une très belle entrée. Il fait une très belle entrée, surtout qu'il rentre à un moment où on est un peu en difficulté, donc il relance un peu la machine. Après Draxler, je pense que c'est un joueur. Alors, il fait pas un mauvais match hier, mais je trouve que c'est un joueur qui a perdu énormément en spontanéité,
Enfin, je pense il a arrêté de progresser à Paris et il me fait penser un peu à ce qui est devenu Ozil à Arsenal. C'est un peu notre Ozil à nous, en fait. Ok. Alors qu'il profite de la vie parisienne. Et quand il se fait plaisir, mais voilà. Moi, je le comprends. Kata, le coureur de jupons et l'alcoolique, comme d'autres ici dans le podcast, niveau alcoolique, je ne dirais rien. Moi, je bois que du Perrier. Oui. Bien sûr. On l'entend. Bah, allez, Kata, du coup, toi, ton avis sur Sarabia Draxler, vite fait? Un peu comme Lionel Sarabia, je m'en souviens pas trop contre Nantes. Il a pas dû être très bon. Il vous a pas marqué. Non, il est pas très bon contre Nantes. Il n'a pas marqué, mais j'aurais bien voulu le revoir contre Lyon. D'ailleurs, là, il y avait un choix qui a été fait de Tuchel de mettre Draxler à la place de Sarabia. Ouais. Peut-être que c'était pour gérer les temps de jeu. Il avait fait 3 matchs d'affilée, Sarabia, en tant que titulaire. Ouais. Il a été fait à Icardi contre Montpellier, effectivement. Mais je pense un peu comme Lionel que Draxler, je pense qu'il a fait son temps. Il a fait son temps au PSG, que ce serait peut-être bien qu'il aille dans un club pour lui. Mais Berlin, on peut faire la fête aussi. Hein. Le Hertha Berlin, c'est pas mal. Le pauvre, il retrouverait Gattuso. Hein. En plus, il paierait moins cher les sorties. Non, mais pour rester sérieux, ouais, Di Maria qui est intéressant parce qu'il a pris le flambeau. Sarabia, non, je voulais parler de Di Maria. Ah oui, Di Maria quand il n'y a pas Neymar, c'est ça? Ouais, voilà. Là, hier, on l'a vu, il était très intéressant, pour ne pas dire flamboyant, sur une bonne partie du match où il a marqué, où il a distribué le jeu. J'ai trouvé qu'il a vraiment. On a vraiment retrouvé le Di Maria de octobre-septembre, où c'est lui qui menait le jeu, et je trouve que c'est intéressant dans une optique où Neymar n'est pas totalement en forme ou est un peu blessé. Là, on a un Di Maria sur lequel on peut compter. Et ouais. Et Sarabia est toujours intéressant, sorti de banc. En fait, il fait ce que Draxler devrait faire, genre dans l'état d'esprit. Ce que Draxler faisait les premières années, enfin les quelques premières. Draxler a jamais su vraiment se réinventer dans un rôle de joker ou de impact player, que Sarabia a été recruté pour ça. Trop propre Draxler, Sarabia il s'en fout de rater. Puis il sera toujours fiable à l'arrivée, oui, il va toujours tenter. Enfin, en tout cas, il va jamais décevoir dans l'attitude. Ouais. Oli, ton avis sur Sarabia et Draxler et donc sur Di Maria puisque Kata l'a amené? Ouais, il a complètement cassé le fil de la discussion, mais bon, c'est pas grave, on lui pardonnera. Draxler, oui, c'est Draxler, quoi. Pour moi, c'est l'archétype du joueur qui aime pas se faire mal. Je l'ai longtemps apprécié parce que c'est un joueur quand même élégant, mais voilà, ça a tendance à m'agacer. Même si sa première mi-temps contre Lyon n'a pas été mauvaise, c'est lui qui le premier a eu l'idée, en voyant que Gay et Verratti étaient en galère parce qu'ils étaient à 2 contre 4 au milieu de terrain, a eu l'idée de venir juste dans le dos des milieux de terrain lyonnais, et du coup on l'a trouvé super facilement sur 4-5 sorties de balles qui a finalement fait exploser le plan de pressing des Lyonnais avec le physique aussi, mais et du coup il a réussi à nous sortir sur quelques fois de situations un peu compliquées, mais après ça reste un joueur qui est trop inconstant. Voilà, je pense que Tourelle a fait de la gestion d'effectifs, il a vu que Sarabia avait fait 3 matchs d'affilée, il s'est dit que ce serait quand même con de perdre complètement Draxler, il lui a donné un match, il n'a pas été immonde. Bon, pour moi, il n'y a pas de scandale là-dedans. Mais bon, comme je crois que Kata le disait tout à l'heure, pour moi, c'est un joueur qui doit absolument partir l'été prochain. Parce que et Lionel aussi, hein, tout le monde est d'accord. Et Lionel aussi, je pense que la plupart des gens seront d'accord. Je pense qu'il a encore une petite cote en plus, parce qu'il est quand même appelé de temps en temps en équipe d'Allemagne. Mais moi, déjà, c'est un joueur dont j'ai jamais réussi à savoir quel était son meilleur poste. Je trouve pas assez percutant pour jouer ailier gauche. J'ai pas assez pas assez bonne vision de jeu pour jouer un peu comme un De Bruyne par exemple en 8-10. C'est pas mal en 6 l'année dernière à Naples.
Ouais. En 8 ou en 6? En 6, il jouait en double pivot avec Verratti dans des Non, mais matchs. c'était qui le 6? Et c'était limite Draxler qui venait prendre le ballon dans les pieds de Silva. Non, mais il a fait quelques matchs qui n'étaient pas immondes l'année dernière, même dans un double pivot, mais bon, voilà ça. Le souci avec Draxler, c'est que tu ne sais jamais lequel que tu auras, en fait. Ouais. Tu peux avoir le très bon, tu peux avoir l'immonde, le neutre, enfin. C'est comme disait. Le mec qui marche sur les replis. C'est pas un joueur fiable, en fait. Là où Sarabia, bon, il peut être mauvais, mais dans l'attitude, il sera toujours présent. Ouais, c'est vrai que Sarabia, du coup, puisque c'était le deuxième joueur en question, lui, il surprend de match en match. Il a eu quand même une période très difficile, hein. Sarabia, en septembre-octobre, même début novembre de cette année, il était au fond du trou, hein. Il arrivait plus à rien, hein. Après ces très bons matchs en préparation, il était. Et ce qui est un peu dur pour lui, c'est qu'effectivement, il joue beaucoup, il n'est pas extraordinaire, même s'il est en Ligue des Champions, il est correct contre le Real et Galatasaray. Et il se fait sortir d'un coup pendant quasiment un mois où on ne le voit plus au moment où il commence à être pas mal. Et j'ai pas très bien compris pourquoi au moment où il commence à être bon, d'un coup, on l'avait plus du tout vu. Il est revenu. Mbappé, il est revenu. Ouais, retour, c'est le moment où tu as les 4 dispo devant et que du coup, Tourelle préfère. C'est ce match à Madrid où il rentre, il marque. Après, des fois, avec le ballon, il est pas très. Et c'est vrai que d'ailleurs, le 4-4, Sarabia est un des grands gagnants du 4-4-2, alors que Draxler est un des grands perdants parce qu'il jouait pas mal de matchs en 4-3-3, mine de rien, au milieu. Oui, c'est vrai que très logiquement, Sarabia a complètement fait sauter Draxler dans la rotation et c'est tant mieux et c'est normal que ça se passe. Voilà, beaucoup disaient oui, Tourelle il favorise les Allemands. Bon, bah, le fait est que non, hein. Sarabia devait passer devant Draxler, il est passé devant Draxler et personne trouve rien à y redire parce que c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que c'est un joueur de devoir qui est quasiment idéal, hein, en remplaçant ce mec-là. Tout le monde rêve d'avoir des remplaçants comme lui, hein. Et alors ça, c'est mon pari perso. Et je pense que ça a peut-être 10% de chance de se passer comme ça, mais je serais pas complètement surpris de le voir aligné contre Dortmund en 4-4-2 devant avec Mbappé. Icardi. C'est pas forcément ce que je souhaite, mais c'est pas non plus quelque chose qui me scotcherait que Tourelle décide de se faire ce choix-là. Donc voilà, c'est impossible. C'est bien. Moi, j'y crois un peu moins parce que ça changerait beaucoup l'animation. Parce que le souci, c'est que quand tu as Icardi, ça permet à Mbappé d'être un peu plus libre et de venir, comme vous disiez, sur le couloir gauche pour aider un peu, pour être en soutien de Neymar un peu plus haut. Or, si tu mets Sarabia, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on garde un joueur en pointe. Et donc, ça veut dire que là, il faut que les latéraux montent un peu plus pour quand même avoir de l'animation sur les côtés, parce qu'on ne peut pas avoir, que ce soit Sarabia ou Mbappé, qui se baladent tout le long de l'attaque, quoi. Ouais, je suis d'accord, mais moi, dans l'optique de Tourelle, mais je dis qu'il y a peut-être 10% de chances que ça arrive, hein, donc je pense pas que ce soit une probabilité importante. Mais dans la tête de Tourelle, je pense que, par exemple, Hummels aura beaucoup plus de facilité à défendre sur Icardi que sur Sarabia, qui peut faire tourner la tête des 3 de Dortmund assez facilement. Bref, on en reparlera sûrement après. Il y a une dernière piste aussi, ce serait Cavani, qui s'y revient bien. Non, ça, moi, non. Je ne crois pas une seule seconde. Il reste 2 matchs avant Dortmund. On verra. C'est ça que c'est. Bon, son but fait plaisir hier, en tout cas, Cavani. On voit sa joie quand il marque. C'est un joueur qui est très mobile. Et la défense de Dortmund, qui est une défense un peu lourde et autres, ça peut être un joueur qui est en difficulté parce qu'il prend tout un match, il passe son temps à se balader au fond de l'attaque. Bon, on va parler d'Icardi, justement, peut-être, si vous voulez. Ou tu avais quelque chose à dire, Oli ? Non, on peut aller sur Icardi. On va passer sur Icardi, donc qui en 2020 n'a mis qu'un but et il n'a pas fait exprès contre Nantes. Il essaye d'éviter la balle de Di Maria, il la dévie. Qu'est-ce que vous avez pensé de ses prestations ? Est-ce qu'il va mieux dans le jeu ou est-ce que vous trouvez qu'il est en terrible manque de confiance, Lionel ? Attends, un but en championnat ? Je crois que c'est un tout compétition. Non, il met un triplé contre Saint-Etienne, c'est en 2020. Ouais, c'est en début janvier. Ouais. C'est en début janvier, c'est pas en fin décembre.
Non, Je crois pas. il manque, je crois, c'est contre cette chaîne. Peut-être. Un but sur les 7 derniers matchs, alors, ça doit être. Ouais, exactement. Ok, Ouais. autant pour moi. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ces deux prestations? Alors, pareil, Nantes, c'est un match un peu loin, donc enfin, surtout en plus, pendant 70 minutes, Nantes avait été invisible, donc c'est un match où j'ai pas de gros souvenirs. D'un œil, quoi. Quoi? Que tu as regardé d'un œil. Tout à fait. Hier, alors, j'ai pas les chiffres, peut-être que comme Oli a l'air de regarder les chiffres, j'ai l'impression qu'il a touché plus de ballons que d'habitude. En tout cas, il a été un peu plus visible, il a pas mal décroché, il a été très collectif. Il marque un très joli but, bon, malheureusement il est hors jeu. Après, il fait une très belle passe aussi pour Mbappé. Certes, c'est un joueur qui est un peu moins en confiance, qui est moins instinctif et autres, mais je trouve que je l'ai trouvé bon hier. Alors le souci, c'est que c'est un joueur qui, quand il ne marque pas, forcément, on aura l'impression on va tendance à le juger un peu assez durement, mais hier, je trouvais qu'il a fait un bon match. C'est pas lui qui m'a le plus déçu dans la prestation d'hier. Kata, est-ce que tu l'as trouvé bon hier, toi, Icardi? Juste pour répondre à la question de Lionel, il a touché une vingtaine de ballons, Icardi, hier, donc c'est en 75 minutes, ça reste dans ses standards, un peu mieux que sur les matchs précédents. Standard pour Icardi, ouais. Du coup, Kata? Non, mais sur le but de Mbappé, il fait un super boulot. Ouais. Il s'arrache pour récupérer la balle, Enfin, effectivement, et décaler mener. Ouais. il s'arrache, ça c'est quelque chose dont on parle pas souvent, mais son travail défensif, il est quand même très intéressant. Il se sacrifie pour l'équipe. Il n'hésite pas, quand il voit que les ailiers ne font pas les efforts défensifs, il se replace dans l'axe pour combler les brèches. Donc moi je le trouve intéressant. Après moi je me fais pas de soucis pour lui. Euh, il a un ADN de tueur devant les buts. De toute façon, quand toute l'équipe sera concentrée et qu'il y aura un danger qui va venir d'un peu partout avec Neymar, Mbappé, Di Maria, lui il sera toujours là dans l'ombre et il plantera, hein. De toute façon, moi je me fais aucun problème. Je me fais pas de soucis pour lui. Alors le seul problème, c'est que des fois, comme il touche peu de ballons, quand on est en difficulté, eh ben, il peut être un poids mort parfois, un peu comme l'était Cavani, sauf que lui, il est un peu plus technique. Mais c'est vrai que c'est pas un point d'ancrage très solide pour, être un pivot, quoi. Donc il sait le faire, mais il le fait pas assez. Oli? Ouais, moi, je suis globalement d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est vrai, alors que Icardi a pas les replis flashy de Cavani où il va faire des courses sur 40 mètres pour revenir dans la surface. Mais il fait un gros boulot pour gêner la première relance et pour orienter la première relance de l'adversaire. Et ça, d'ailleurs, Tourelle le souligne à chaque fois qu'il parle de lui. Moi, c'est un joueur que j'ai. Alors, beaucoup de respect pour Cavani, mais c'est un joueur que j'ai du mal à détester, même quand il n'est pas très utile, parce que malgré tout, les rares fois où il touche des ballons, en général, il arrive toujours à en faire quelque chose. Il y a soit une ou deux petites remises qui créent une occasion de but. Il y a toujours quelque chose qui me font dire que il suffirait de pas grand-chose pour qu'il soit beaucoup plus intéressant. On a déjà parlé d'ailleurs dans un podcast. Moi, j'aimerais bien qu'il ait une surface d'action qui soit un peu plus celle d'Agüero, par exemple, qui reste quand même un joueur de surface, mais qui a tendance à venir jouer en remise de tous les côtés de la surface de réparation, parce qu'il a la qualité pour le faire. Et ça, mine de rien, c'est pas à la portée de tous les neufs. Il est quand même très très juste. Il s'arrache bien. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il est un peu cantonné à vraiment un côté très axial dans la surface de réparation qui, des fois, le rend assez inoffensif parce qu'il ne décroche pas beaucoup. On l'a vu dans les 3-4 derniers matchs, essayer par séquence de décrocher un peu plus. Et c'est vrai que il arrive toujours à remettre un petit ballon intéressant. Donc, à voir comment ça va évoluer. Mais bon, voilà, on a vu hier sur le but qu'il met quand il est en jeu, la qualité, elle est encore là, quoi. Donc, mais par contre, à l'inverse, on sent quand même qu'il y a un problème de confiance parce qu'il y a deux fois, et une fois contre Nantes, et une fois hier contre Lyon, où il pourrait reprendre le ballon
du pied gauche directement et il fait un contrôle et du coup il se fait agripper par je sais plus, Marsal je crois ou en prenant trop de temps pour frapper. Euh, je pense que ces ballons-là en confiance, il les met en une touche et contre Nantes, je crois qu'il essaie de dribbler deux joueurs, enfin il essaie de dribbler un joueur et puis feinter le gardien et puis au final il décale vers la droite et finalement Di Maria fait un truc qui met un terme à l'action. Mais c'est vrai que moi c'est un joueur que je trouve toujours intéressant, même sur le peu de ballons qu'il touche. Donc est-ce qu'il pourrait en toucher plus, je sais pas. Mais, euh, mais voilà. Moi, ce qui m'inquiétait ces derniers matchs, c'était que justement, même dans ces petites déviations, il était beaucoup moins juste, je C'est trouve. vrai. Sur les deux derniers, ouais. Et là, contre Lyon, on retrouve vraiment un très bon Icardi dans ce domaine. Et il y a effectivement ce but d'instinct qui marque qu'il est hors jeu. Il y a aussi cette remise en talonnade pour Mbappé qui est aussi hors jeu. Mais on retrouve les gestes instinctifs et juste d'Icardi. Et donc hier, il m'a vraiment rassuré. Après, il y a un moment où je crois qu'il peut frapper. Il essaie encore de faire la passe. On sent il a effectivement ce petit manque de confiance encore. Est-ce que c'est pas dû à sa relation avec Mbappé et Neymar qui est un peu moins bonne? On va dire qu'il est plus oublié par les deux. On va pouvoir enchaîner d'ailleurs sur Mbappé. Est-ce qu'il. Ça, on pourrait rajouter. Ouais. On va faire une comparaison avec un ancien joueur de chez nous, Rabiot. C'est un joueur qui a très peu joué sur les 6 premiers mois de l'année 2019. Et contrairement à Rabiot qui a eu le temps de vraiment travailler physiquement pour monter en puissance, et aujourd'hui prendre sa place à juge, il a été lancé très rapidement par les Saint-Germain. Donc, Icardi a quand même joué, notamment le dernier match en fin de saison. Il a joué quelques matchs en fin de saison. Il est écarté, mais il rejoue les derniais. oui, mais même lors de la préparation physique, Il n'est pas non plus 6 mois d'écart du groupe. oui, mais par exemple, Rabiot fait une vraie préparation physique avec la Juve. Lui, il ne fait pas une préparation physique. Il s'entraîne tout seul. Donc, je pense que c'est un joueur qui a eu un contre-coup physique. Et comme tout sportif, quand physiquement, tu n'es pas à 100%, ben, tes gestes sont moins fluides et tu perds un peu en confiance. Donc, je pense que c'est un joueur qui est entré un peu dans le creux de la vague et qui, aujourd'hui, va peut-être revenir à un bon niveau, va récupérer ses moyens. Ok, bah on verra. On l'espère tous. En tout cas, bon, bah on a plutôt tous défendu Dreyas avait peur que Icardi soit critiqué et lynché ce soir. Il sera content. On va passer sur Mbappé. Est-ce qu'il vous énerve ces derniers temps? Qu'est-ce que vous avez pensé de son match hier, Lionel? Ben, après, Mbappé, le truc avec lui, c'est des fois, il est dans une phase où il fait beaucoup de passes, de belles passes et beaucoup de caviar. Et des fois, il a besoin de marquer, peut-être parce que ben, c'est un joueur qui a besoin de ça pour nourrir son ego, qui a besoin de ça pour progresser, pour avancer. Et quand il est un peu moins bien, ben, il aura tendance à forcer, à peut-être pas faire les meilleurs choix parce qu'il a besoin de marquer, de se rassurer. Et je pense que la montée en puissance de Neymar et le fait que Neymar ait un peu plus d'espace, parce qu'en début de saison, quand Mbappé était très bon, il y avait des Maria qui étaient surtout au service on va dire entre guillemets, d'Mbappé, fait qu'il avait lui aussi besoin de se rassurer en multipliant les gestes et autres. Hier, on a vu de Mbappé, des fois, qui faisait des gestes un peu superflus, et comme sous le quatrième but, il fait une très belle passe pour Di Maria. Donc, voilà, c'est un joueur, on connaît ses qualités, mais je pense qu'il peut mieux faire. Oli, ton avis sur la peur d'Mbappé? Bah, c'est du Mbappé qui a envie de marquer, quoi. C'est vrai qu'il n'a pas tant marqué que ça ces derniers temps, donc sur les quelques derniers matchs, il était parfois un peu agaçant. Euh, c'est toujours difficile un peu de juger parce on a des attentes qui sont très hautes pour ce joueur. Ça reste un joueur qui, sur certaines actions, montre des qualités assez exceptionnelles. Il est présent sur son but. C'est lui aussi qui fait le déboulé côté gauche pour le magnifique CSC en lançant très bien Draxler d'un extérieur pile dans le bon timing. C'est des choses qu'on voit, malheureusement, auxquelles il faut s'attendre parce qu'il est comme ça, il a besoin de marquer. Quand il n'a pas marqué dans une période, en plus, il sait que Ben Yedder à côté, il plante. Donc, il va vouloir recoller aux
au score pour le meilleur buteur de Ligue 1. Je pense par contre que c'est quelque chose qu'il ne fera pas en Ligue des Champions. Euh, je pense vraiment que l'enjeu de la compétition va dépasser ses ambitions personnelles sur cette compète-là. Donc voilà, je serais pas surpris qu'on voit un Mbappé beaucoup plus altruiste contre Dortmund par exemple. Mais oui, effectivement, c'est un joueur qui fait un bon match, hein, notamment contre Lyon, mais qui, sur certains gestes, est un peu trop personnel. Après, j'aime pas du tout la configuration que je décrivais tout à l'heure où Kurzawa repique dans le cœur du jeu, Mbappé excentré, il part arrêter et essaie de faire des différences avec des petits dribbles. Ça, c'est pas le Mbappé que j'apprécie. Il passe pas super souvent parce qu'en plus il lui monte dessus à deux ou trois et donc c'est vrai que c'est très difficile de s'en sortir. Il n'y a aucun joueur qui doit prendre ces positions-là, mis à part éventuellement Neymar, qui est capable d'éliminer à peu près tout et n'importe quoi. Mais voilà, c'est du Mbappé un peu plus sobre, ne me déplairait pas maintenant. Il fait quand même un match satisfaisant hier pour moi, même si on aurait aimé qu'il ne rate pas nos deux occasions, une où il tire complètement sur Lopez. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. Je pense qu'il a voulu essayer de fermer son pied, il ne l'a pas bien fait. Et puis ce pied ouvert qu'il met sur l'équerre et qui aurait dû être un but parce que normalement ça il ne le rate pas. Mais ça reste quand même un bon match Mbappé. Kata, toi qui voulais en début de saison Mbappé en joker, maintenant qu'il est en 4-4-2, c'est différent, mais qu'est-ce que tu penses de Mbappé? Bah, sur son attitude, il est un peu agaçant. Après, je pense notamment à l'altercation avec Tuchel, enfin l'altercation entre guillemets, mais bah, enfin, sur le match d'hier, on peut difficilement le critiquer. Il est dans un système, enfin il fait son rôle dans le système. Après, il peut avoir quelques ratés, mais il a su marquer le but. Moi, je me fais pas, je m'inquiète pas par rapport à lui, par rapport au match de Dortmund. C'est pas une source d'inquiétude, un peu comme Icardi. Je pense que quand il y aura le moment des gros matchs, il sera là dans le système, dans le système dans lequel on joue. Et après, le joueur le plus déterminant, ça sera toujours Neymar et Verratti qui seront là pour les alimenter et faire jouer l'équipe, quoi. Donc voilà, moi je me fais pas de soucis par rapport à Neymar, à Icardi, à Mbappé et à Icardi, quoi. Ok, bah moi non plus. On va passer à Dortmund. Blessure de Reus et Brunt. Est-ce que c'est des blessures vraiment préjudiciables pour Dortmund? Laquelle est la plus embêtante pour vous? Oli. Enfin, pour vous, Dortmund, hein. Alors, c'est des blessures préjudiciables pour deux raisons. Il y a la qualité individuelle des joueurs et c'est vrai que Brandt, sur ces derniers mois, était avec Sancho vraiment les rampes de lancement et les créateurs à Dortmund. Euh, donc rien que pour ça, c'est très embêtant que Brandt soit sur le carreau. Royce aussi, même s'il a eu des périodes un peu plus difficiles, notamment ces dernières semaines, ça reste quand même leur capitaine. Ça reste un joueur avec un profil très particulier dans cette espèce de rôle de faux neuf qui est assez difficile à remplacer. Mais pour moi, le plus gros problème de Dortmund, c'est le fait que ces deux absences-là les obligent à changer complètement leur animation et offensive et défensive. Et on a vu, notamment sur le dernier match, que défensivement, c'est du n'importe quoi intégral, hein. Il n'y en a pas un qui sait se placer correctement. Ils ont fait rentrer Chan, qui, sur ses qualités, est intéressant, mais qui a beaucoup de mal à se placer. Et pour moi, ça va être ça le plus gros souci de Dortmund, ça va être qu'ils arrivent en 8 jours là, à réussir à s'organiser correctement, parce que sinon, on peut, mais ça laisse des trous qui sont gigantesques, hein. Hakimi est pas foutu de défendre correctement. Akanji qui est sur le même côté, hein, dans leur défense à 3 et d'une nullité sans limite. Ce qui fait que Neymar, si les deux sont pas au diapason et que Neymar est dans un bon soir, ça peut être ça peut être un massacre. Après, il leur reste quand même des joueurs de qualité. Voilà, Haaland, Hazard et Sancho, ça peut quand même faire peur, notamment au niveau de la vitesse. Mais
Bon, voilà, moi je trouve quand même que c'est des blessures qui sont handicapantes et ils ont quand même un très très court délai pour arriver à savoir comment faire jouer toute cette équipe-là et ça va pas être évident pour ça. Ouais, c'est sûr. Kata, est-ce que tu les as regardés un peu jouer? J'ai regardé rapidement les résumés, mais je pourrais pas Ok. vraiment en parler sérieusement, quoi. Lionel, est-ce que toi, tu as vu un peu ou pareil que Kata? Non, j'ai regardé aucun match de Dortmund. Après, Brandt, c'est un joueur que l'an dernier, j'aimais beaucoup regarder les Leverkusen. Je trouve que c'est une équipe qui était très joueuse. Donc, c'est un joueur dont je t'en avais parlé, que je voulais au Paris Saint-Germain. Je sais pas Ouais. si tu te souviens. Donc, après, s'il est sur la lancée de sa saison avec les Leverkusen, oui, sans Et souci. il l'était, hein, c'était le vrai joueur clé de Dortmund dans les transitions milieu-attaque. Ouais. Clairement. Ouais. Après, le truc, c'est que avec ce Paris Saint-Germain, dont on est 5, 6, 10 blessures, le seul Oui, qui on a est connu avec United l'année dernière. On va se méfier, ouais. Donc, le seul truc qui enfin, je sais que si Paris, enfin, comme je l'avais dit, je pense que le match aller, je suis pas forcément inquiet parce que Paris, souvent, quand ils arrivent dans cette position, on pense à faire de très beaux matchs à l'aller. C'est plus comment on va réussir à aborder mentalement le match retour qui, qui m'inquiète. Sur le match aller, même si Dortmund avait sa meilleure équipe, je suis sûr que Paris aurait répondu présent. Après, ça ne veut pas dire qu'on va gagner le match ou quoi que ce soit, mais je suis sûr que dans l'attitude et dans ce qu'on va démontrer, on va faire un très gros match à Dortmund. Faut peut-être mieux faire un partout que de gagner un 0 pour le retour, quand ça sera peut-être moins à gérer, je sais pas. Avec notre difficulté à gérer ces retours. On verra. Déjà, faire un bon match aller. Ouais, Ça arrive. faut espérer que. C'est quoi? C'est dans 9 jours? 8 jours, dans 8 jours. Ouais, faut espérer que bon, il y a quand même des joueurs qu'on a sur le terrain cette année qu'on n'avait pas l'année dernière, que des Neymar, que des Navas, que des mecs comme ça puissent faire en sorte que la débâcle n'arrive pas ou pas de la Voilà, je crois que la c'est même manière. grand chose à espérer de. Le seul truc qui m'inquiète, c'est que, enfin, pour revenir au match d'hier, c'est que j'ai vu quand même certaines attitudes qui peuvent nous poser problème en Ligue des Champions. C'est quand on est en difficulté, par exemple, un joueur comme Kerrer qui Ouais. des matchs à un très très haut niveau, on sent que voilà, il perd un peu ses moyens, qu'il va rater ses passes, que voilà, ses jambes tremblent un peu. Et la question, Kerrer n'a pas vocation à être titulaire, mais Kimpembe, c'est plus embêtant par contre, parce que oui, lui, il pourrait être titulaire. oui, mais, je pense qu'il sera titulaire. Mais même, enfin, il y avait d'autres joueurs sur le terrain où, voilà, dès qu'il y a un peu de pression, ils sont beaucoup moins confiants. On sent que, voilà, c'est plus ça qui me fait peur, c'est comment les joueurs peuvent réagir quand les choses ne se déroulent pas exactement comme ils s'attendent. Mais sur le match aller, je suis assez confiant. Ok, bah je sais pas quand sera le prochain podcast, si on en fait un avant Dortmund ou un juste après. Ce sera, je pense, peut-être juste après, parce que Dijon Amiens, je suis pas sûr que ça va. Ça peut être passionnant. Hein. Ça peut être tout à fait passionnant, oui. Non, mais déjà, ça sera intéressant parce que ça sera le retour de Neymar, quoi, voir dans quel état de forme il est. Je pense que Dijon, ils peuvent prendre très cher parce qu'à mon avis, il y a des chances qu'il y ait retour de Bernat, Neymar, Thiago Silva et compagnie. Il y a, que ça qui servent de punching ball pour Dortmund. Je pense que ça va. Je pense qu'ils peuvent avoir une très mauvaise surprise. Par contre, Amiens est peut-être bien placé pour prendre des points. Ils sont en difficulté. Ouais, après, notre équipe B, ça reste quand même. C'est sûr. Ça reste quand même intéressant. Après, je suis pas sûr qu'il on verra. En fait. Je suis pas sûr qu'il mettrait une équipe B contre Amiens. On joue Amiens quand est-ce? Samedi? Non, je pense qu'il va mettre des équipes mixtes contre les deux, de toute façon, mais il faut que tout le monde ait au moins du rythme dans une semaine avant. Donc ceux qui jouent pas Dijon joueront. C'est ça, le problème, c'est que je pense que ces joueurs-là ont besoin quand même d'avoir du rythme et presque ce besoin ils peuvent pas se jour. 10 jours. Ouais, on verra ça. Et du coup, je vous dis au revoir à tous les trois. Salut Kata, salut Oli, salut Lionel. Salut. Bonne soirée à tous. Tout le monde et merci à tous. Et salut aux auditeurs aussi, surtout. S'ils nous ont écoutés jusqu'au bout, ils seraient courageux. Au prochain podcast, les gars. Merci à vous. Merci. Salut, merci à tous. À la prochaine. À la prochaine.